RH sont au cœur des transformations des entreprises et ils sont reconnus comme tels alors qu'ils ne l'étaient pas. Comment tu définis ce future of work ? Moi, je définis le futur du travail comme étant un ensemble de bonnes pratiques dont on parle comme étant le futur uniquement parce que c'est réservé à des pionniers, à une minorité de personnes. Qu'est-ce qui bloque ? Je pense que c'est des mentalités, c'est des problèmes d'ego, c'est des je suis passé par là donc en fait tu vas passer par là, et c'est des schémas de reproduction, tu vois. Pourquoi pour toi c'est si important de se projeter dans ce futur du travail ? Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de People Place. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Samuel Durand. Salut Samuel. Salut Maud. Toi, ça fait 6 ans, tu t'es lancé en tout cas dans l'exploration du futur du travail. Et tu as commencé en 2019 avec l'étude Going Freelance menée en duo pendant 6 mois dans 13 villes. C'est un peu impressionnant quand même de se dire « Waouh, tu as voyagé autant de temps ». Puis depuis, tu continues à sillonner le monde à la recherche donc, des pratiques innovantes de l'entreprise et tu partages notamment tes apprentissages sur différentes formes, conférences, newsletters, BD que je recommande, je l'ai acheté, j'ai lu les 2 tomes, documentaires, comédie club, notamment on a eu la chance de t'avoir l'année dernière au Festival RH où vous avez super bien performé, c'était vraiment chouette. Et juste pour remettre quelques chiffres sur ce que tu fais, aujourd'hui tu as accompagné plus de 250 entreprises, tu as réalisé 5 documentaires dont un dernier là en cours et tu vas nous en parler sur le management et tu as donné plus de 400 conférences. C'est impressionnant. Donc là, depuis 2019, quelle est la découverte qui t'a le plus choqué sur l'exploration comme ça du monde du travail ? Il y en a eu énormément avec des angles différents, j'ai l'impression. Tu vois, dans les émotions, ça c'était cette année, on a rencontré 2 personnes qui sont retraitées aujourd'hui, qui étaient chez Michelin, qui sont fascinantes. Je pense que l'interview sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir, c'est un anthropologue qui s'appelle James Sussman, qui a écrit Le travail, la grande affaire de l'humanité, qui en gros a une 50aine d'années et a passé 5 années complètes de sa vie avec des tribus au Botswana, des tribus nomades dans le désert, et en fait il replace le travail dans une perspective historique. Et il a cette définition du travail que je te donne, que j'adore, moi, il définit le travail comme étant une dépense d'énergie dans un but précis. Et du coup, ça prend en compte tout le travail gratuit, ça marche, peu importe le job que tu fais. Et lui, c'était, je pense, la vision la plus ouf du travail que j'ai pu rencontrer. Et après, des pratiques de dingue dans tous les pays, il y en a eu des tonnes et des tonnes. Mais j'ai envie de retenir James, je pense quand même. Ok. Ouais. Super. Sachant, je crois que l'étymologie du mot travail, ça veut dire... Ça dépend, t'as tripalium, oui. et donc ouais, là, t'as le fait de souffrir, t'as le travail en chimie, c'est le déplacement d'un élément. En fait, t'as plein de définitions du travail, t'as le fait d'exercer une force, et puis moi, c'est le fait de, tu vois, une dépense d'énergie dans un but précis. Je trouve que du coup, c'est plus un fardeau dont il faut se débarrasser rapidement avant la vraie vie qui serait les vacances, le week-end ou autre chose. C'est une activité comme une autre. Quand tu tires le fil, lui, il te dit, il y a plein de choses que tu fais dans tes loisirs dont le champ lexical est emprunté au terme de travail. Tu t'entretiens des relations, tu t'exerces à un instrument de musique. Le sport. Le sport, exactement. Tu oui. t'entraînes à une activité sportive. Donc finalement, tout serait du travail. Tout serait du travail, selon lui. Et du coup, c'est pas grave, c'est juste que c'est une activité comme une autre. Et ça prend aussi en compte, tu vois, quand tu fais soit du bénévolat, soit des trucs de bon sens, t'es aidant, tu élèves un enfant, tu fais ce que tu veux dans ta vie, mais qui n'est pas rémunéré. Et en fait, parfois, c'est une activité où tu te dis, putain, j'aimerais bien te payer quand même pour ça, quoi. Hyper intéressant, en tout cas, cette définition du travail. Donc, finalement, c'est à nous de trouver son propre chemin du travail, finalement. Ouais, j'aime bien. En tout cas, James, je trouve qu'il nous donne un truc qui est plus positif, plus enthousiasmant que juste un truc dont il faut se débarrasser vite parce que c'est relou. Et quand tu as commencé, donc en 2019, tu as commencé par un sujet qui était le freelancing. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là quand tu as démarré ? Alors, un peu un hasard. Quand je démarre, je suis étudiant en école de commerce, j'étais à Grenoble. Et avant ça, j'avais monté une première boîte qui était une marque de vêtements et j'avais surtout fait une vingtaine de missions en freelance. Et donc, je voyais un petit peu quelques problématiques sur le sujet du freelancing. Et je me disais, mais dans la collaboration avec les grands groupes, il y a des trucs qui vont pas, c'est compliqué. C'est géré par les achats alors que ça devrait être des ressources humaines aussi d'une certaine façon.
les grands groupes ont tous recours à des centaines, voire des milliers de freelances, mais en fait n'osent pas trop le dire ou le cachent. Et donc il y avait des enjeux où je me disais, ça c'est intéressant, allons creuser, parce que c'est le truc que moi je faisais aussi en tant que free. Et puis pourquoi ce format de Learnex c'est pas des stages? Parce que j'avais déjà goûté au travail d'une façon assez autonome, j'ai gagné déjà ma vie avec ces missions freelance, et donc le côté un peu monotage du stage me tentait moins, et je me suis dit, bah allons explorer. Je pense que c'est ce moment-là aussi où j'ai vu des boîtes, j'avais entendu parler ou que des podcasts sur des boîtes qui étaient innovantes, tu vois, qui avaient plus de 1000 salariés mais qui avait aucun bureau, où les gens avaient l'air de s'éclater. Je me disais, mais on était avant le Covid, hein, on était 2018-2019 là. Et donc je me disais, c'est dingue, allons creuser ça. Et j'ai mis le pied là-dedans et j'en suis jamais trop ressorti. Donc tu t'es dit, je donne ma démission et je me concentre à l'exploration du monde du travail. Alors c'est ça, mais c'était même pas une démission, parce que comme j'étais étudiant, c'était oui, c'était ma césure. Ok, en fait. c'était sa césure. C'était ma césure et je suis rentré, j'ai fait ma dernière année de master et après j'ai fait... T'es parti directement en fait à faire les documentaires. Ouais, en Ok. fait mon premier documentaire, il a été écrit en dernière année d'école et on l'a tourné dans les 2 mois qui ont suivi la fin des cours. Impressionnant, t'as le nez parce Enchaîné. que le freelancing après avec le Covid et l'entrepreneuriat aussi s'accélère de plus en plus. Ouais, bah en fait, tu vois, à chaque documentaire, je me dis, ah c'est marrant, ils sortent au bon moment. Parce que on sort, alors le premier documentaire, il est globalement sur le fait qu'il y ait du Covid, mais aussi du télétravail. Et en fait, c'est des trucs que j'avais déjà écrits avant qu'il y ait le Covid, parce qu'on avait fait cette Learning Expedition qui était bien complète sur le sujet. Et puis il arrive ça. Après, t'as le silent quitting, tu vois, la grande démission, on est sur les leviers de motivation. Juste après, on parle beaucoup de semaines de 4 jours, de réforme des retraites, on est sur le sujet du rapport au temps de travail. Et à chaque fois, les gens te disent, ah mais ça sort au bon moment quand même, t'as de la chance. Et en fait, moi j'aime bien me dire que c'est pas de la chance, c'est juste de l'écoute de signaux faibles. C'est juste que quand tu vas vraiment prendre plein de sources à droite à gauche, et c'est ça qui a amené aussi la première Learning Expedition, t'as cité plus d'une dizaine de pays, une centaine de rencontres, 6 mois. Ça veut dire que sur mon Twitter, sur mon LinkedIn, j'ai des gens qui écoutent le futur du travail, mais avec plein de perspectives différentes, parce qu'en fait ils sont basés en Asie, ils sont basés en Espagne, ils sont en Belgique, ils sont aux US, et donc moi dans mon feed tombent toutes leurs analyses sur un même sujet. Et c'est ça, en fait, les signaux faibles qui, quand tu les mets bout à bout, font que tu arrives à lire un petit peu ce qui va se passer, quoi. Tu fais ta veille finalement avec toutes les personnes que tu rencontres. Carrément. Et ce qui te permet d'aller choisir un tel ou tel sujet pour tes expéditions. Exactement. Et donc, si on parle du futur du travail, parce que c'est souvent un peu un mot bullshit, voilà, on aime bien penser le futur, mais on oublie souvent de se focaliser sur le present of work, sur le présent. Toi, aujourd'hui, comment tu définis ce future of work et c'est quoi, finalement, l'objectif de ces expéditions et de ces réflexions que tu apportes au monde du travail? T'as raison, c'est un mot qui est complètement galvaudé, une expression. Moi, je définis le futur du travail comme étant un ensemble de bonnes pratiques qui permettent d'améliorer à la fois le bien-être et la performance au travail, et dont on parle comme étant le futur uniquement parce que c'est réservé à des pionniers, à une minorité de personnes. C'est pas encore généralisé à la majorité des entreprises et des personnes qui travaillent. Donc c'est évidemment le présent pour certains pionniers, mais ça n'est le futur pour la masse parce que c'est pas encore adopté. Et tout l'enjeu, c'est d'aller récupérer ces bonnes pratiques auprès de ces pionniers pour essayer de les mettre sur le devant de la scène et essayer que ce soit un point de départ de conversation et de se dire, bah ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord. Tu vois, par exemple, le télétravail, 2015, 2017, 2018, c'était le futur du travail. Post-Covid, c'est plus le futur parce que tous ceux qui ont un métier télétravaillable ont pu le tester d'une façon ou d'une autre. Et il y a encore d'autres choses qui restent, voilà, on avance petit à petit. Il y a des choses qui sont abandonnées, d'autres qui marchent bien, d'autres qui marcheront jamais. Ouais, donc finalement, c'est ça, c'est d'aller chercher ces innovations sociales Ouais. autour du monde du travail pour nous faire réfléchir. C'est ça. Et en fait, moi, je dirais que le futur du travail, je le vois de 4 catégories. Tu vois, t'as des innovations managériales, t'as des innovations organisationnelles, t'as des innovations qui sont des outils. Et puis, de façon plus philosophique, le 4e pilier, ça serait des façons d'envisager le travail. Tu vois. C'est James Huseman dont je te parlais, et puis d'autres penseurs. À chaque fois, je vais essayer d'aller voir aussi des anthropologues, des sociologues, pour prendre un peu de hauteur sur les pratiques très concrètes qu'on va explorer. Qu'on va mettre en place. Et pourquoi pour toi c'est si important de se projeter dans ce futur du travail? Alors, je pense que c'est un exercice qui est intéressant. Il faut pas non plus que ce soit trop se Un creuser truc la tête. intellectuel, Ouais, voilà, parce qu'en fait, ça peut durer des heures et personne sait. Tu vois. où personne passe à l'action. Et personne passe à l'action. Et puis en fait, tu peux réfléchir 2070. Tu vois. Parfois, on m'interroge en mode ah ouais, et en 2050. Mais j'en ai aucune idée en 2050. Allez, 2030, on peut réfléchir si vous voulez. Et on arrive bien à voir ce que ça va être. Et encore, tu vois, 2030, en 2020, personne n'avait imaginé le Covid. Quand t'as Accor qui fait son plan stratégique pour 2021, ils imaginent pas qu'en fait, tous leurs hôtels vont
pas tourner pendant 1 an et voire plus. Donc, tu peux pas trop savoir. Par contre, l'exercice de le faire est intéressant parce que quand tu t'interroges sur le futur du travail, si on regarde la définition de se dire que c'est déjà le présent pour certaines personnes, tu vas aller t'ouvrir et regarder ce qui se passe ailleurs et te dire, ok, dans mon domaine ou dans d'autres pays, dans des boîtes de taille différentes, dans des secteurs très différents, que font les gens? Qu'est-ce qui se passe pour l'engagement des collaborateurs? Qu'est-ce qui se passe sur le sujet du rapport au temps de travail? Qu'est-ce qui se passe sur l'IA? Qu'est-ce qui se passe sur le vieillissement de la population? Sur le rôle des dents? Comment tu arrives à organiser le travail de plein de façons différentes? Et en t'ouvrant à plein d'autres façons, tu te dis, ok, bah, du coup, moi, qu'est-ce qui me ressemblerait? Et si j'essaie de construire un petit peu mon plan stratégique sur les 3-4 prochaines années, quelles pratiques qui existent déjà ailleurs, j'ai envie de mettre? Et donc, pour moi, le fait de réfléchir au temps de travail, c'est essentiel parce que c'est une ouverture sur ce qui fonctionne déjà de mieux. Et c'est toujours plus facile de partir de pratiques qui sont déjà éprouvées que d'une feuille blanche. Comment on fait alors pour sensibiliser aussi les entreprises qui sont parfois dans leur tissu local, où c'est même très compliqué de mettre en place un outil de digitalisation, notamment, tu vois, des RH qui sont encore sur Excel. Alors déjà, de parler de l'IA ou encore de la semaine de quel jour, pour eux, c'est très lointain. Et finalement, on se retrouve avec cet écart entre les pionniers, on va dire, entre guillemets, et ceux et celles qui représentent peut-être 95% de l'économie en France, tu vois. Mais je pense que, alors, moi, je trouve que ce qui est dur, c'est que déjà, les pionniers, c'est souvent ceux qui sont pas très connus. C'est-à-dire qu'ils mesurent souvent quand même beaucoup plus ce qu'il leur reste à faire que ce qu'ils ont déjà fait. Et donc, tu as plein de boîtes qui sont pas du tout connues. Tu vois, évidemment, des Ben Jerry's, des Patagonia. En France, si on prend, tu vois, des Clinitex, des Chronoflex, des Lucas, des Habitat Savoie. Oui. Ok, tu as peut-être 10 boîtes en France, Alan ou autres, qui sont très connues pour une pratique où elles sont hyper en avance. Okay. Mais en fait, dans les boîtes que tu as citées, des plus petites boîtes dans les territoires, elles sont pas connues parce qu'elles se sentent pas légitimes pour prendre la parole sur un sujet en particulier, mais elles sont hyper innovantes. Et moi, je pense que du coup, tu en as partout autour de toi, c'est juste qu'elles sont pas vues comme des modèles d'inspiration vers lesquels on se retourne. Donc c'est intéressant d'aller les chercher, ces boîtes-là, parce que tu vas mettre en lumière un peu leur histoire et ce qu'elles ont fait. Et puis, il faut peut-être aussi se dire, si tu es dirigeant ou RH, et que c'est dur parce qu'en fait, tu as plein de trucs et tu sais pas trop quoi mettre en place parce qu'il y a déjà 1000 choses à gérer, que ça ne doit pas forcément venir que de toi. C'est pas que un sujet RH, c'est pas que un sujet de direction. Et qu'aujourd'hui, on est quand même dans une ère où l'information est tellement accessible. Tu as des gens qui, sur leur trajet quotidien, vont écouter ton podcast, vont aller lire une newsletter, le soir vont se mater un documentaire sur une plateforme grand public, sur lequel ils vont récupérer du contenu. Et si tu leur laisses une marge de manœuvre pour dire, ok, bah, en fait, tu as eu cette idée-là, tu as entendu parler, tu aimerais tester ça, bah viens, je te laisse le tester pendant 1 mois, 2 mois, à la fin, on fait un compte rendu, on voit. Dans ce cas-là, la charge de la transformation repose plus uniquement sur des RH direction, et ça devient plus intéressant et on peut récupérer plus de pratiques facilement. J'entends, mais tu vois, je parle plutôt, tu vois, de cette entreprise qui est peut-être, tu vois, une PME dans la menuiserie, vraiment très locale. Enfin, finalement, le tissu économique, majoritairement, tu vois, en France, hein, qui est donc fait de PME, qui n'est même pas encore à la digitalisation, qui est même pas encore, tu vois, sur ces sujets d'IA, qui est même pas encore aux accords forfait jour, tu vois, par exemple, qui sont encore dans des systèmes assez classiques et traditionnels. Et c'est très dur, en fait, pour eux de se lancer. Donc, qu'est-ce qui fait pour toi sens de parler du futur du travail pour notamment ces boîtes qui se disent « Ah, de toute façon, nous, on n'y est pas du tout encore, tu vois ». Est-ce que c'est un rôle finalement RH? C'est plutôt des pionniers RH, des innovateurs RH qui vont aller dans ces entreprises pour sensibiliser, mettre en place? Enfin, quel serait pour toi, tu vois, le moyen pour accompagner ces boîtes et finalement que le futur du travail, ça soit plus quelque chose pour, entre guillemets, une élite ou une minorité, mais vraiment pour un tissu économique français, en fait? En fait, je pense que, et c'est le cas dans toutes les transformations, peu importe d'où vient la transformation, tu as quelques boîtes qui vont arriver à se saisir d'un sujet parce qu'elles ont été touchées par... elles ont été inspirées. Un podcast, un documentaire, un article, ce que tu veux. Un contenu. Et ça, c'est une minorité. C'est peut-être 5 ou 10% des gens. Et puis d'autres qui vont se mettre en action que quand elles seront face à la contrainte, face au mur. Mais c'est la même chose avec l'écologie. Tu en as 5 ou 10% qui vont arrêter de prendre l'avion et qui vont manger de la viande, qui vont arrêter de manger de la viande et qui vont faire tous les gestes sur lesquels tu peux avoir de l'impact. Et puis l'autre, l'énorme masse, la majorité des gens, qui ne vont bouger que dès lors qu'il y aura une contrainte très forte face à eux et que ce sera plus une possibilité. Et ben, les entreprises, à mon avis, c'est la même chose. C'est-à-dire que
tant qu'il n'y a pas la contrainte, et la contrainte elle vient souvent soit d'une pression au recrutement, soit d'un problème de financier, tout simplement, tu n'arrives plus à générer du cash, c'est là où tu vas commencer à regarder ce qui se passe ailleurs. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir déjà tous ces récits, toutes ces bonnes pratiques dans la poche, parce que le jour où ces boîtes-là, elles ont envie de dégainer, elles vont s'y intéresser. J'ai un exemple très concret. Mon père, il est comptable, il est expert comptable. Il a créé une boîte, c'est une PME. Ils sont entre je sais pas, 15 et 25, là, dans la campagne lyonnaise. Et pour lui, l'expert comptable était nécessairement dans le bureau à Lyon. Expert comptable et comptable, c'est un métier hyper pénurique, tu vois. On a tous besoin de comptables et c'est des formations qui attirent moins et donc il y a de moins en moins de comptables. Et on en a toujours autant besoin, même s'il y a de l'IA, en fait, t'as quand même encore besoin plein de comptables. Et lui ne voulait surtout pas recruter en télétravail jusqu'au jour où, en fait, t'arrives plus à recruter. T'as plein de clients et t'as pas de personnes qui font de la compta. Et en fait, un jour, tu te dis, bah ouais, mais il y a des comptables, mais ils sont à Bordeaux, ils sont à Lille, et puis ils sont à l'étranger, en fait. Ils sont dispo. Il faut juste bosser en télétravail, donc tu vas te réorganiser. Et là, la pression est telle qu'en fait, t'y vas, t'as pas le choix. Mais parce que ça part de la contrainte très forte. Et avant, c'est pas parce qu'il a écouté mes documentaires ou autre chose qu'il dit, ah, je vais le faire, en fait. Ouais, Euh, donc finalement, faut accepter ça et que parce que souvent, ouais, on voit toujours, tu vois, sur les réseaux sociaux parler de ces nouvelles pratiques magnifiques, etc. Et on peut parfois, en tant que peut-être, par exemple, RH, se dire ah waouh, moi je suis vachement en retard parce que hmm. j'ai pas ça dans ma boîte ou on peut se comparer, etc. Et finalement, c'est de se dire bah tout arrivera à qui veut t'attendre. Exactement. Et puis en fait, t'en as peut-être pas besoin de toutes ces pratiques aussi. Parce que, et moi je trouve ça hyper cool que toutes les pratiques soient répertoriées, soient accessibles, qu'il y ait plein de gens qui savent en parler, qui puissent t'accompagner, tu vois. Mais à ton rythme, quand on a besoin. Et puis il faut pas non plus tomber amoureux de la pratique. C'est-à-dire que tu peux être. Tu vois, je vois des gens qui sont fanatiques de la semaine de 4 jours. Bah, c'est très bien la semaine de 4 jours. Et ça marche pour un tas de boîtes. Mais il y a plein de boîtes qui vont pas jamais passer la semaine de 4 jours et on s'en fout. Et c'est pas l'objectif en fait, c'est pas grave. Enfin, moi en tout cas, ça me pose aucun problème que plein de boîtes ne passent pas la semaine de 4 jours et je vais pas l'évangéliser. Par contre, si tu es une boîte qui me parle d'une problématique où tu te dis que ça c'est la solution, eh ben l'objectif ce sera vraiment de la passer. Mais, En fait, il ne faut mais pas faire pour faire, il faut plutôt comprendre les enjeux de sa boîte et de se dire ouais, quelle est la solution en fait pour moi qui va répondre, quelle est l'innovation sociale qui va répondre au mieux à la problématique que j'ai au quotidien, que ça soit semaine du 4 jours ou autre chose. Ouais. oui, parce qu'en fait, il y a aucune solution sur étagère qui fonctionne. Et ça, je pense que c'est un des grands écueils qu'on a dans cette sphère future du travail, c'est que comme on répertorie, tu vois, ces pratiques, c'est que tu te dis, ok, bah allez, entreprise libérée. Prenons C'est l'exemple, ça. parce que 2015, entreprise libérée, c'était à fond. Aujourd'hui, on n'entend plus parler. Il y a eu des échecs de l'entreprise libérée. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, alors, il y a toujours des boîtes libérées, mais sauf qu'elles disent plus leur nom, parce qu'elles n'osent plus dire qu'elles sont libérées aujourd'hui, mais elles fonctionnent toujours comme une boîte libérée. Et ce qui s'est passé, c'est que 2015, bah, tu vois, tu as Lalou qui sort son bouquin. Oui, euh, il y a une hype en il y a fait. une hype. Voilà, il y a une hype d'un coup, c'est la tendance, Ouais, tout le monde s'y met quoi. et Ouais, t'as ouais. quelques boîtes qui cartonnent et qui aujourd'hui en 2025, tu vois, Buurtzorg qui est dans le bouquin aux Pays-Bas, 15 000 infirmières à l'époque, c'est plus encore aujourd'hui, ça cartonne toujours, le modèle marche à fond. Sauf que t'es une boîte française, tu te dis ok, bah du coup c'est l'entreprise libérée, il faut que je fasse ça moi aussi si je veux être novateur, si je veux être dans le coup, si je veux pas rater la tendance. Donc tu vas lire deux, trois articles sur, cette entreprise libérée et tu vas te lancer là-dedans, sauf qu'en fait tu vas prendre les 5 piliers de l'entreprise libérée, les 7 piliers, ce que tu veux. Et t'oublies que derrière, c'est des heures, voire des années de discussion, de micro-ajustements avec l'équipe, et que ça a été pensé par rapport aux contraintes du métier, du terrain, du contexte dans lequel elle évolue. Et toi, tu prends que les 5 piliers, donc tu le mets en place, ça marche un petit peu, ça peut marcher un petit temps, mais dès que tu as la première rafale, en fait, le château de cartes, il tombe tout de suite parce que t'as pas la solidité, la robustesse du modèle qui a été éprouvé, qui a été façonné par rapport à cette boîte-là. Et donc là, à la fin, tu te dis, ah bah en fait, c'est l'entreprise libérée, ça marche pas, on a essayé, ça marche pas, donc on revient en arrière. Bah non, c'est pas ça qui marche pas. Ça a marché, ça a pas marché pour toi parce que ça n'a pas été mis en place de la bonne façon, parce que c'était pas ça qui te correspondait et ça n'a pas été éprouvé. Et c'est pour ça que tu vois, faut se méfier, à mon avis, des Faut concepts sur étagère. c'est ça, se méfier un peu de la hype. Ouais. Ouais. En fait, c'est cool de regarder ce qui se passe, mais la seule vraie épreuve, c'est de se dire, en fait, est-ce que je suis sincère dans ma démarche? Est-ce que je le fais parce que c'est hype? Ou est-ce que je le fais parce que j'en ai besoin? C'est ça. Et j'ai compris qu'en fait, c'est de ça dont on avait besoin dans la boîte. Parce que si demain, tu veux mettre en place le top 60 des inno managériales organisationnelles, t'as de quoi faire pour 10 ans, là. Hyper clair. Euh, alors pour toi, toi qui as exploré voilà, ces différentes tendances et donc tu les répertories, on vient d'en parler, certaines sont déjà mortes, la hype tombe ou en tout Mhm. cas c'est plus une tendance, c'est vraiment le monde aujourd'hui comme notamment le télétravail même s'il y a des retours en arrière. Mais pour toi, quelles sont en tout cas les innovations qui sont aujourd'hui déjà mortes dont tu as parlé ces dernières années?
Ah, c'est une bonne question. Je sais pas trop. Tu vois, le métaverse, on en a parlé de ouf. Ah oui, oh, le On avait métaverse, ouais. oublié. Je pense que Zuckerberg, Se mord les doigts, se hein, mord quand les même. doigts, ouais, des milliards et des milliards, Ouais, il aurait pu les dépenser autrement, ouais. ouais, clairement. Mais bah, tu vois, typiquement, métaverse, hype de ouf, on n'en parle plus trop. Ouais. Non, des concepts qui ont disparu, dont on parle encore, je sais pas trop, j'en vois pas tellement. Mais tu vois, t'as des trucs qui vivent, qui. Mais il y a rien de nouveau en soi, Le tu vois. télétravail, par exemple, c'est quelque chose, en effet, je pense que comme tu disais, en Ouais, 2019, c'était quand même hyper très novateur, très novateur. Aujourd'hui, maintenant, c'est assez... ça l'est plus. voilà, la société s'en est emparée. Et c'est ça qui est Ouais. positif, ouais. Oui, dans ce cas-là, tu vois, je rajouterais aussi les enjeux de être une boîte à mission. Que tu prennes le statut de boîte à mission ou non, allez, toutes les boîtes ont quand même intégré des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux au cœur de leur activité. C'est un débat permanent. Tu as de moins en moins de services RSE parce qu'en fait, la RSE est intégrée directement dans tous les services. Ça, c'est un des trucs aussi qui est un peu rentré maintenant dans les habitudes. Effectivement, le télétravail, du coup, les nouveaux rapports au temps aussi, tu vois, où tu es beaucoup plus flexible. On arrête un peu ce truc un peu archaïque du siècle passé, de contrôle nécessairement du temps de travail dans des activités pour lesquelles c'est pas l'enjeu. Work in progress, ouais. C'était non, c'était le work in time, non, c'était ton Time document. to work. Time to work. On essaie toujours de faire des jeux de mots avec Oui, work dans ouais. tous les. Time to work, j'avais adoré, oui. Ouais, Ouais, pour moi, c'est le meilleur documentaire. Et ouais. tu vois, alors pour le coup, c'est celui qu'on diffuse le moins parce que c'est peut-être le sujet le plus polémique, le rapport au temps de travail. Et donc, Pourtant, il est hyper inspirant et je pense qu'on progressivement, j'ai l'impression que c'est plus trop hype, je trouve. ouais. Ça commence à s'intégrer en tout cas dans les modes de fonctionnement au travail. Ouais. Ouais, mais ça fait du bien. Pourquoi Mais tu penses que pour toi c'est encore touchy comme sujet alors? je sais pas, moi, c'est le seul. La semaine de 4 jours et les vacances illimitées, c'est Mm. les deux trucs où les boîtes me disent alors, juste parlez pas de ça, s'il vous plaît. Ouais, ouais, je suis Tu vois, d'accord. c'est le seul truc. Alors que levé de motivation, management, compétences, IA, ça, Ouais, vas-y, c'est bon, ça ouais. roule. Non, je pense que ça reste touchy parce que il y a encore des tabous, tu vois, et je pense que ça vient d'un truc qui est le lien de subordination. Et je pense qu'il faudrait changer ça. Parce que dans nos boîtes, peut-être dans le quotidien, en réalité, tu ne ressens pas le lien de subordination. Quand tu as un rapport avec quelqu'un dans une boîte, c'est beaucoup plus horizontal que quand tu lis ton contrat de travail. Et le lien de subordination, à mon sens, il vient mettre un truc un peu fake, qui est pas la réalité de la relation d'humain-humain que tu as dans la boîte avec tes collègues, mais qui fait que, quand même, à un moment donné, en tant que manager, eh ben, j'ai une relation de pouvoir sur toi, de subordination. Et on serait quand même peut-être tous mieux si on avait un rapport plutôt de collaboration. Tu vois, je travaille avec plutôt que pour. C'est vrai. Et donc le temps de travail est une des façons d'exercer ce pouvoir de Mm. subordination. Je pense que quand même ce pouvoir de subordination, il n'est pas encore... c'est quelque chose qui est assez classique malheureusement encore dans On va le garder, hein, beaucoup je pense. d'entreprises. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'aimerais bien. En tout cas, ça, c'est Mais un vœu, tu vois. Mais je le oui, vois pas dans mais les 3 4 ans sauter. non, pas autant d'années, mais d'ici, je pense, peut-être 10 15 ans, Faut espérer. on peut espérer, on peut espérer. Alors, petite pause avant de continuer. Si vous êtes RH recruteuse ou recruteur et que vous avez envie d'augmenter vos compétences, alors j'ai envie de vous parler rapidement du Temple RH. Le Temple RH, c'est un centre de formation, mais pas seulement. C'est aussi une communauté de professionnels du monde RH qui veulent reprendre une place stratégique, gagner en crédibilité, en posture et en impact sans se renier. On y forme sur les sujets de recrutement, de marque employeur, de communication RH, de leadership et de posture RH. On parle aussi de digitalisation des processus RH grâce à l'IA et à l'automatisation. On forme bien sûr en entreprise, mais aussi en individuel. Alors si ça résonne pour vous, je vous mets le lien en description et on reprend tout de suite l'épisode. Écoute, on a pas mal parlé donc du Future of Work. Donc l'objectif maintenant, ça serait plutôt de parler de ton nouveau documentaire, donc sur le Ouais. management. Comment t'es venu finalement ce sujet autour du leadership? Alors, en fait, chaque année, j'attends d'avoir la sortie du documentaire précédent pour lequel j'ai une tournée et donc plein de projections et plein de discussions pour me rendre compte de quels sont les axes qui manquent, qu'est-ce qui viendrait compléter, c'est quoi la suite de la discussion en fait. Et en sortant le précédent sur les compétences, donc on parle de transformation, on explique que les compétences sont au cœur des transformations et c'est intéressant. Et dans la salle, ce qui revient tout le temps dans les discussions, c'est de dire ok, bah, on a tous envie de l'entreprise apprenante, on veut tous avoir les meilleures compétences au bon moment, ça on est clair. Ce qui bloque parfois, c'est le management, c'est le leadership. Et ça revient beaucoup, c'est une musique que j'ai dans la tête. Et puis je lis à ce moment-là, au printemps aussi dernier, le rapport de l'IGAS
tu vois, qui montre que la France est très mauvais élève. Je l'ai lu, ouais. Est très très mauvais élève, bien pire que les autres pays Il est comparés. assez, ouais, il est assez dur, hein, je trouve Bah, c'est ça. dur. Ouais, ouais, Il ouais. critique des rapports managériaux verticaux, montre que pourtant on est les mieux outillés avec un droit du travail très étoffé, mais que pourtant en fait on n'arrive pas à engager réellement les collaborateurs et qu'on n'avance pas globalement pour un tas de raisons. Et donc il est costaud ce rapport et je le lis, mais je me dis bah, ok, il y a un énorme sujet à aller creuser sur le management. C'est un truc évidemment qu'on avait traité en filigrane, mais jamais vraiment de façon centrale. Donc là c'est un documentaire qui s'intéresse au management en se disant déjà, on fait le constat de dire que la fonction managériale attire moins qu'avant. Donc on se demande pourquoi. Après, on se demande comment est-ce elle peut attirer à nouveau. On s'intéresse pour se dire quelles sont les innovations managériales qui fonctionnent réellement pour engager les collaborateurs parmi toute la myriade d'innovations qui existent. Et puis, est-ce qu'il y a une forme de management qui fonctionne mieux qu'une autre pour déployer l'entreprise apprenante? Donc là, on raccroche avec le documentaire Intéressant. précédent. Ok. Et donc, comme pour tous les autres documentaires, ça nous prend un an à peu près, avec 3-4 mois d'écriture, 3 mois de tournage, 3 mois de montage, et puis après, 4 mois de montage, et puis la sortie. Donc, on a eu l'idée en avril dernier, il sortira là en avril 2026. Et, euh, et je pense qu'il va être très bien. Ça sera le meilleur de tous, je pense. Tu peux déjà nous teaser je sais Oui, pas, quelques personnalités que tu as rencontrées, quelques peut-être choses qui t'ont surpris et que tu aimerais nous partager, ouais. écoute, dans ce documentaire, alors c'est le premier pour lequel on va toujours voir à l'international, mais on a aussi beaucoup plus tourné en France. On a commencé à tourner. Alors, on a trois profils d'experts. On a Blaise Agresti, qui est guide, qui a dirigé le PGHM pour le peloton de gendarmerie de haute montagne et qui fait des parallèles hyper intéressants entre la notion de cordée et la notion d'équipe dans l'entreprise. On a Emmanuel Duez, qu'on avait déjà interrogé dans notre deuxième documentaire sur les leviers de motivation et dont le management est un des sujets de prédilection avec le travail. C'était captivant. On a filmé après avec différentes entreprises. On était dans le Nord, à quelqu'un que tu connais parce qu'il était sur le festival RH, c'est Édouard Pic. Édouard Pic, je l'avais fait intervenir sur un événement et puis je l'avais écouté. Je me suis dit, mais il faut qu'on creuse ça sur un documentaire entier, en fait, avec lui. Donc, on était chez Clinitex, entreprise de nettoyage, des agents de propreté. Hyper intéressant comme sujet parce que eux, c'est une forme de management Montessori. Alors pareil, quand je dis management Montessori, je le mets dans une boîte, tu vois, c'est sur un concept sur étagère. N'allez pas copier le management Montessori. Ça fonctionne chez eux et on l'encapsule comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe et profond que ça et c'est très intéressant. Donc ça, c'était génial de voir à quel point ils ont développé l'autonomie, l'auto-évaluation, la transparence totale. Canon, on a été Donc filmé finalement, ouais, chaque entreprise, chaque culture d'entreprise doit trouver sa propre forme. exactement. Elle peut s'inspirer, mais l'objectif, c'est pas de faire des copier-coller. C'est exactement ça. On a été à Clermont-Ferrand pour tourner chez Michelin, du coup avec le DRH actuel. On a tourné avec deux retraités maintenant. Une personne qui s'appelle Jean-Michel Frixon, qui a été ouvrier pendant plus de 40 ans sur des lignes de production et qui lui parle de l'impact positif et négatif qu'ont les managers sur leurs équipes et dont ils se rendent pas nécessairement compte. Il a un témoignage qui est hyper touchant. Je te disais que c'était une des rencontres les plus touchantes de tous les documentaires. Ça l'est vraiment. Et Jean-Christophe Guérin, qui est la personne qui était au COMEX quand le livre de Jean-Michel est sorti. Et Jean-Christophe était numéro 3 de Michelin, était directeur industriel monde. Ils sont devenus amis. Et aujourd'hui, ils interviennent ensemble pour expliquer comment est-ce qu'on arrive à comprendre l'impact que les managers ont. Et surtout, et ça, je pense que c'est très intéressant, ça va être le cœur du documentaire, c'est quand tu es une grosse boîte comme Michelin, mais je pense que ça s'applique dès que tu as 20 ou 30 personnes. C'est-à-dire que, tu sais, on dit souvent, si tu as des rôles modèles, si tu as des leaders qui sont exemplaires, ensuite ça va cascader, ça va ruisseler. Et bien, je pense que c'est vrai, évidemment que c'est bien d'avoir des rôles modèles et tu peux pas avoir une transfo si t'as pas des gens qui les incarnent au plus haut niveau. C'est clair. Mais je pense que ça n'empêche pas non plus les comportements déviants. Et ça n'empêche pas d'avoir des gens qui se comportent mal et des attitudes qu'on veut pas du tout voir dans l'entreprise. Donc, ce que nous dit Jean-Christophe, c'est comment est-ce qu'on transforme. On a une idée de la culture managériale, la spécificité managériale chez Michelin qu'on veut avoir, mais comment est-ce que on transforme ces attitudes-là en un système infaillible qui fait que ça s'incarne partout dans des usines dans le monde entier. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc finalement, ce serait le groupe qui pourrait se dire, bon bah là, attention, tu as un comportement déviant. Et donc finalement, au lieu que ça soit la direction qui, entre guillemets, punisse un comportement déviant, c'est finalement le groupe disant, attention, là, je te recommande plutôt de faire comme ça. C'est le groupe et puis c'est des processus qui sont mis en place de telle sorte qu'en fait tu vas te prémunir de ces comportements. Un exemple chez Michelin, c'est qu'ils ont mis en place des cartes rouges et des cartes vertes. C'est les cartes WIN qui s'appellent What's Important Now. Chaque jour, tu vas aller avec ton équipe présenter à ton manager les problématiques du terrain. Il y a des problèmes avec une carte verte, ça veut dire ok chef, il y a ce problème-là.
tu es au courant, mais on le gère avec l'équipe. Et les cartes rouges, c'est il y a ce problème-là, on peut pas le gérer. Donc à toi de le prendre. Et là, le manager, il a deux possibilités. Les cartes vertes, déjà, il met pas le nez dedans, parce que sinon, ça veut dire qu'il fait du micromanagement. Les cartes rouges, soit il a que des cartes rouges, il se dit, bah, en fait, il y a un problème, mon équipe, elle peut rien faire toute seule, donc il faut que je la rende beaucoup plus autonome, que j'élargisse son champ d'action, que je la forme peut-être, ou alors lui, il va gérer le problème, et s'il peut pas, lui-même, avec son propre chef, va lui remettre une carte rouge aussi. Donc ça remonte comme ça jusqu'à la personne qui peut prendre la responsabilité de régler le problème. Et ben, en faisant ça, en fait, tu guides l'action managériale avec un processus. Ils ont un autre truc qui est intéressant, c'est les idées progrès. Les idées progrès, c'est des petites boîtes que tu vois partout chez Michelin, sur ligne de production, et n'importe qui peut soumettre une idée pour améliorer un processus, une façon de travailler, un truc dans l'ergonomie du poste, ce que tu veux. Et l'idée va être évaluée par un comité qui est expert sur ce sujet-là. Si l'idée est validée, elle est mise en place et la personne est rétribuée mais financièrement avec des avantages pécuniers sur les gains qui sont faits en productivité, en confort, en ce que tu veux, de cette idée-là. Bah ça, tu vois, c'est un système pour dire n'importe qui a le droit de lever la main pour dire j'ai une bonne idée, on la met en place peut-être ou pas, mais en tout cas, elle sera écoutée. Chouette. Faut qu'elle soit écoutée après, que ça soit pas juste une boîte à idées qui est connue quand même depuis très longtemps, mais qui traîne là et personne Mais a en priori, fait ça quelque marche. chose. Voilà, A donc, priori, c'est appliqué. Rien que la ok. semaine où on était, il y avait déjà eu deux idées progrès qui avaient été mises en place. Bon, bah, Et ça ils nous c'est disaient chouette. tous que c'était un truc qui vraiment fonctionnait Top. et que tout le monde, tu vois, connaissait les histoires de ceux qui avaient eu la bonne idée. Et on Ok. sait que maintenant, on bosse comme ça parce que c'est grâce à telle Et ça, c'est personne. important, c'est que finalement, l'idée, il y a une rémunération derrière, il y a aussi un avantage. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui, T'as intérêt à le faire. tout le monde est un peu accountable, responsable Ouais. de ce projet-là. Et donc, voilà, on parle du future work, on parle de ces innovations, mais finalement, si l'être humain n'a pas envie de changer, n'a pas envie tu vois, faire des micro-modifications dans un comportement déviant, par exemple, quels sont pour toi les moteurs par rapport à tout ce que tu as vu dans le passé qui peuvent inciter une personne à changer son comportement? Ah, je pense que ça dépend de ses propres levées de motivation et tout le monde n'a pas les mêmes. Le levier numéro un, c'est l'argent. Donc Tout en à fait. fait, au niveau d'une boîte, euh, ce qui fait que tu vas changer, c'est quand tu gagnes plus de sous ou quand tu as la perspective de gagner plus de sous en faisant un truc différemment. Mais à titre individuel, c'est la même chose. Tu vois, quand je te parlais de l'innovation chez Michelin, ce que je trouve intéressant, c'est d'être rétribué avec de l'argent. C'est pas juste un petit avantage en plus, c'est tu as été vraiment payé pour ce que tu as fait. Donc, quelque chose qui va te permettre de gagner plus, ça, je pense que c'est hyper intéressant. Et puis après, c'est en fonction de tes leviers de motivation, on a fait un documentaire Why Do We Even Work qui s'interroge sur les leviers de motivation de chacun. Et on s'est rendu compte que peu importe la boîte, le secteur, l'industrie, le pays, c'était toujours la même chose qui revenait. Tu avais l'environnement de travail. L'environnement de travail, c'est les gens avec lesquels tu bosses et le lieu de travail parfois. Le comportement de tes pairs, Exactement. comment ils Tout ce qui n'est agissent. pas le travail, mais qui constitue le travail quand même. Tu as la tâche en elle-même, et plus que la tâche, c'est la façon dont elle est effectuée. Est-ce que je me sens autonome, créatif? Est-ce que je me sens responsable? Est-ce que j'apprends? Est-ce que je monte en compétences? Et puis, tu as la mission. Et puis, en fait, tout le monde n'a pas les mêmes leviers de motivation. Et ça évolue. Il y a des moments de ta carrière où tu veux t'engager pour un projet qui est plus grand que toi, qui te dépasse, tu t'en fous un peu de ce que c'est concrètement, tant que tu contribues à un truc. Pour d'autres, ce qu'ils font, c'est pas grave. Tant que tu es avec des collègues sympas, un environnement de travail sain, dans lequel tu peux être toi-même et tu passes des bonnes journées, bah, ça suffit aussi. Et du coup, je pense que la responsabilité du manager, s'il veut arriver à transformer des comportements et des personnes un peu réfractaires, c'est déjà de comprendre quels sont les leviers de motivation de son équipe. Et parfois, c'est pas les mêmes. Tu vois, au sein d'une équipe de 5-6, t'as pas envie des mêmes choses, mais il faut être capable d'arriver à actionner ces différents leviers et d'avoir des réponses à tous les niveaux pour les spécificités de chacun. Et c'est ça qui fait que les gens vont se mettre en mouvement. Et quand on comprend ça, on comprend aussi pourquoi quand nous, en manager, parfois, on est hyper hypé par un truc, les gens vont pas l'être. Oui, mais c'est parce qu'en fait, ils s'en fichent, c'est pas ça qu'ils recherchent réellement. Et dès que tu as ça en tête, ça change tout. Ouais, donc tu as parlé des normes sociales, enfin, de tes pairs. Après, tu as quoi Ouais. d'autre comme levier de motivation? Donc la finance, ouais, L'apprentissage, le fait de monter en compétences, tu as des Ok, gens, ils ouais. sont hyper drivés par ça. Le fait Dépassement de soi. le sentiment d'utilité, la mission, Mm. le fait de contribuer à un projet qui nous dépasse, d'avoir un impact positif, ça c'est des forts leviers de motivation aussi. Mm. Mais je rappelle que le numéro un, ça reste l'argent et il faut pas l'oublier celui-là. Ouais, c'était une étude aussi que j'avais regardée d'une revue scientifique que Time avait partagée. Il y avait 3 gros leviers. C'était l'information, donc Mhm. s'enrichir d'informations sur un sujet et un enjeu particulier. Tu as bien sûr le côté financier et en effet tous les comportements de tes pairs. Et c'est ce dernier-là qui a l'impact le plus fort, plus 40, plus de 14% de changement de comportement quand on voit Alors les oui, autres agir en fait, qui a l'effet en tout cas le plus fort sur notre comportement.
Écoute, c'est parfait. C'est la théorie d'un truc que j'ai vu en pratique qui marche très bien. Sur l'IA, tu vois, tu sais que c'est un truc sur lequel les gens sont réfractaires parce que ça fait peur, tu as la peur du remplacement. Et les meilleures pratiques que j'ai vues dans des boîtes en France pour arriver à faire essaimer cette IA et que les gens s'en saisissent réellement, c'est de dire, OK, bah, dans la boîte, on va regarder qui sont les gens parce que comme c'est une techno qui est rentrée dans la vie personnelle avant qu'elle soit professionnelle, tu as des gens partout dans la boîte, pas que la DSI et pas que les moins de 30 ans, qui se sont saisis de cette techno, qui sont devenus hyper fans et qui sont hyper experts. Et la boîte leur a dit, en fait, maintenant, vous allez continuer votre job, mais 80% du temps, et 20% de votre temps, on va le dégager, ce temps-là, vous êtes rémunéré pour aller vous poser avec des collègues, partout dans la boîte, pas que dans votre service, et vous essayez d'aller voir les Génial. réfractaires, et vous leur montrez ce que vous avez réussi à faire, vous leur montrez les outils qu'on a mis en place, vous leur posez des questions sur ce sur quoi ils bloquent, et vous leur montrez des qualités. Et évidemment, quand c'est un collègue qui vient se poser avec toi, regarde, viens, on prend une demi-heure, tu me montres quels sont tes problèmes, sur quoi je peux t'aider. Bah, c'est beaucoup plus sympa que quand c'est une directive qui tombe, qui dit en fait maintenant le recrutement, les offres, c'est comme ça, 80% c'est fait via, tu relis juste et t'envoies. Non, quand c'est un collègue qui se pose avec toi, c'est beaucoup plus cool. Et donc là, on est exactement dans tu vois, la norme les pairs qui te montrent ce qu'ils ont réussi à faire, C'est le plus euh, fort en fait dans le changement d'un ça t'aide à comportement. progresser. Ouais. Bon, bah, super, super pratique. Et que faire alors des personnes réfractaires pour toi dans une entreprise? Celles et ceux qui veulent vraiment pas passer à, par exemple, à l'IA, si on prend ce sujet-là. Bah, je pense que ça dépend dans quelle mesure tu as essayé de les aider. Mm. Tu vois, t'abandonnes pas au premier coup. Tu essaies de les accompagner, tu essaies de comprendre quels sont leurs freins. Parfois, elles n'arrivent pas à les exprimer clairement non plus. Euh, Si vraiment, au bout d'un moment, la personne n'a pas envie de se transformer, et ben en fait, j'ai envie de dire ciao, bye bye. Parce que, et c'est pas grave, dans toutes les boîtes qui ont mené des projets de transfo, on dit que globalement, tu as entre 15 et 20% des gens qui partent. Dans des boîtes qui ont vraiment mené des grosses transfos organisationnelles. Et elles partent parce qu'elles se reconnaissent plus dans le projet, parce qu'en fait, ça leur convient plus. Et c'est pas grave en fait. Quand tu fais une transfo, tu as tellement besoin que tu aies l'adhésion de tout le monde que si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas pour tout le monde. Mm. Mais c'est comme toi, si tu prévois des vacances avec 10 potes, toi tu as une idée en tête et la majorité de tes potes sont chauds pour ton idée. Tu veux partir faire du bateau en Grèce. Et en fait, dans les deux, trois, ah non, c'est relou, flemme du bateau. Bon, bah, tu discutes avec eux, tu essaies de comprendre pour qu'est-ce qu'ils aiment pas dans le bateau, est-ce qu'il n'y a pas un compromis à trouver. Mais en fait, s'ils aiment pas aller faire du bateau, parce Ils qu'en feront autre fait, chose, ouais. ils ont pas envie, ils veulent aller dans le froid, ils veulent pas aller au soleil, bon, bah, en fait, on part pas ensemble ces vacances, on se verra une autre fois, quoi. Mm. Et c'est pas grave. C'est juste qu'il faut juste qu'on soit très clair en amont sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, aider la Qui on personne. est, ouais, c'est ça. Ouais, qui on est, Mm. pourquoi est-ce qu'on le fait, et se dire, est-ce que c'est vraiment juste le patron qui a une idée et il veut le mettre en place, ou est-ce que c'est suivi par une majorité de personnes. Et dans une majorité, bah, il y a toujours en face une minorité. Et la minorité, soit elle a envie d'évoluer aussi, on l'aide, on l'accompagne. Évidemment, je dis surtout pas qu'il faut virer tout le monde au début, les réfractaires. Par contre, au bout d'un moment, il faut aussi se dire, ces gens-là, ça va être le pire du pire pour mener un projet de transfo. Ça va être un poison si jamais ils restent dans la boîte et qu'ils pourrissent n'importe quelle avancée. Et donc, il faut avoir le courage de s'en séparer. Et ça, le courage, c'est un truc qui manque aussi beaucoup, j'ai l'impression, d'entreprise dans les projets de transfo. Et donc, ma question qui fait le lien, c'est qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qui bloque pour toi aujourd'hui dans des entreprises qui restent quand même très attachées au management traditionnel, tu vois, peut-être à la hiérarchie, à ben non, pas de télétravail, pas de flexibilité au travail, on fait du 9h, 19h sur le présentéisme. Il y a encore énormément d'entreprises comme ça. Ouais. VS, des Français qui se sentent de plus en plus mal, entre guillemets, au travail. Qu'est-ce qui bloque? C'est des mentalités, c'est... Ouais, alors je pense que c'est des mentalités, c'est des problèmes d'ego, c'est des je suis passé par là, donc en fait tu vas passer par là, mais c'est des schémas de reproduction, tu vois. Pourquoi tu as des bizutages en école de commerce ou ailleurs? Pourquoi, tu vois, dans les carrières de finance ou dans des métiers de certains jobs d'avocat, en fait tu termines tout le temps à 2 heures du matin et tu es systématiquement sous-staffé. Vu l'argent en fait que génèrent ces boîtes-là, elles pourraient recruter, mais non, en fait, je suis sous-staffé parce que c'est comme ça, c'est l'école du truc. Moi, je suis passé par là aussi. Si tu veux devenir un partenaire associé, il faut passer par là aussi. C'est, je pense, des égos mal placés. C'est une incompréhension du monde dans lequel on est. C'est que parfois ces boîtes-là sont encore assises sur une sorte de rente qui fait qu'elles arrivent à générer de l'argent et de l'attractivité encore, mais ça va pas durer pour toujours. Et elles sont encore, tu vois, plébiscitées par des juniors. Mais en fait, quand elles n'arriveront plus à recruter parce qu'elles ont des pratiques Je pense que ça se fera délétères, par le recrutement, le changement bien des sûr. mentalités en entreprise. Ça se Mais fera d'ailleurs, par, ouais, par les- la pénurie de talent et se dire, waouh, j'arrive plus à.
Mais Ok. bien sûr, et les masques tombent d'ailleurs, parce que regarde, depuis que Trump est revenu au pouvoir, t'as un énorme backlash sur les enjeux de diversité. Euh, Oui, il y a eu un recul, ouais, tout à fait. Ouais. il y a 4 5 ans, c'était le truc, tu vois. T'étais à fond sur la diversité, t'investissais. Non seulement t'investissais, tu le faisais, mais en plus, t'en parlais énormément. Et là, t'as quelques boîtes qui continuent à le faire, parce qu'en fait, elles y croyaient réellement, elles ont compris qu'il y avait un vrai enjeu à le faire, et que c'était pas juste du cosmétique. Et puis, t'as des boîtes qui, elles, le faisaient pas dans une démarche sincère, qui ont complètement laissé tomber le truc. Et ben en fait, je pense que ça, tu vois, ça part de là. C'est-à-dire que si jamais tu le faisais pour les mauvaises raisons, tu vas arrêter dès que possible. Si en revanche, tu as vraiment compris pourquoi tu le faisais, c'est là où en fait, les candidats vont venir. Parce que là, on est dans un marché qui est en train de s'inverser, où ça redevient un marché d'entreprise. Et donc là, tu peux te permettre d'avoir des pratiques un peu dégueulasses. Comme les gens ont besoin d'un job, ils vont quand même Oui, postuler. parce que tu dois payer tes factures et t'as la réalité du quotidien qui est là. Ouais. Ouais, mais en fait, ça va se réinverser à un moment donné. On va quand même vers un marché où tu as de moins en moins d'actifs. Donc, dans tous les cas, on va avoir besoin de recruter à nouveau et les boîtes, dans quelques années, vont être dans l'autre sens, dans un marché de candidats. Là, celles qui ont fait tomber les masques, qui en fait sont devenues dégueulasses en termes de diversité ou d'autres pratiques, les candidats vont s'en rappeler et elles auront du mal à recruter quand le marché va se tendre de nouveau dans l'autre sens. Donc en fait, finalement, c'est des cycles liés à l'économie. C'est lié à l'économie, ouais. Ouais. Et après, ça dépend avec quelle sincérité tu as entrepris ta démarche ou tes engagements sincères. Mais c'est toujours la même chose. Je pense que dès que tu as le mur en face de toi, dès que tu as la contrainte, c'est là où tu bouges. Et le recrutement reste la clé pour que on change des choses finalement pour toi dans des entreprises. Ouais, On complètement. mette en place des nouvelles innovations. Ça se fait par le recrutement, via Je, la pénurie de talent. je pense que Peut-être- ça part de là. Ok. Recrutement et engagement des collabs déjà en poste, tu vois. Oui, Et, turnover, fidélisation, baisse du turnover, fidélisation des talents. Ouais. ouais, parce que là, en fait, tu vas garder des gens qui vont pas se barrer parce qu'ils ont pas trop d'opportunités, que le marché est un peu tendu en ce moment, Mm. mais c'est pas des gens engagés. Donc, en fait, t'as pas envie d'avoir des gens qui sont là et qui traînent les pieds non plus dans ta boîte. Et par contre, t'as des personnes engagées si t'as des bonnes pratiques, si t'es réellement sincère dans tes actions. Et donc, tout part de la sincérité. Mm. Très clair. Après, tout n'est pas rose, entre guillemets, parce que tu as des personnes qui ont quand même des personnalités potentiellement, entre guillemets, toxiques, et qui vont Mhm. s'y retrouver dans une entreprise toxique, tu vois ce que... Ah, mais grave, mais voilà. bien sûr. C'est terrible, hein. Et Mais souvent, oui, en parce plus, que le monde n'est pas qu'un monde avec des personnalités sympas, en fait. non, mais c'est clair. Et il y aura toujours des. Bah, ces personnes-là, il faut essayer de les repérer le plus vite possible et les faire sortir de sa boîte. Oui, si on est une entreprise positive, oui. Oui, ah bah si t'es une entreprise dégueulasse et que tu Oui, recrutes il des y gens en a. toxiques, ça doit exister aussi, hein. Oui, mais Il c'est y en a sûr, même. quelques-unes qui se sont fait une réputation avec une culture particulière. À Revolut, par exemple. Revolut, Ouais, par ouais, exemple, hein, ouais. je pense à eux tout de suite, tu vois. Et effectivement, t'as quelques boîtes dans lesquelles Bah, c'est connu, tu vois, ou ouais. Il y Apple, avait culture ouais. du secret. Uber aussi avant le Ouais, licenciement du CEO. Ouais. bah carrément. Et en fait, t'as quelques boîtes comme ça où tu sais. Et à la limite, si t'es Et après, moi, je si t'es un préfère requin, c'est pas qu'elle grave. l'assume. Voilà, c'est ça, en fait, il faut l'assumer et Mais voilà. pour moi, c'est ok. Moi, je pense que c'est bien en fait que les boîtes Ouais, assument leur personnalité. tout à Et t'as fait. des boîtes qui ont des personnalités hyper bisounours, d'autres des personnalités requins, d'autres des entre-deux, chacune sa spécificité. Mais dès lors que tu le dis, que t'es sincère et t'es honnête avec tes candidats, tu peux dire, nous, c'est une culture d'exigence, on transigera pas, ça va être un enfer si t'es pas prêt à te surengager. Mm. Ok, très bien. Mais en Ou, fait, si je suis prévenu dès le départ, je vais pas commencer à me pleurer les jours où ça arrive vraiment. Non, tant que je le sais. ou par exemple, la culture à Netflix aussi qui est très intense, Ouais, qui est très positive mais très intense, avec des salaires qui sont hyper élevés. Tu sais que tu vas faire peut-être 3-4 ans de ta vie en mode, voilà, j'y vais hardcore, à mais fond. derrière, tu auras la référence de Netflix qui va aussi t'ouvrir d'autres portes. Ouais, gros risque, gros reward, ouais. C'est ça. Écoute, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Je vais te parler bien sûr des RH, Ouais. puisque dans les entreprises, tu vois aussi l'évolution de ce métier. T'es arrivé en 2019, aujourd'hui on est en 2025. Comment 6. 2026, bonne année. Comment t'as vu l'évolution des RH, toi qui finalement n'as pas eu d'expérience en entreprise, donc t'as pas pu côtoyer non plus la fonction RH. Alors peut-être première question. Alors on rembobine. Quelle idée t'avais des RH en 2019 quand tu sortais de ton stage, sans avoir fait les expéditions J'avais jamais fait de stage, j'ai jamais Ouais, bossé en entreprise. ouais. Donc j'avais pas d'a priori. T'avais pas d'a Je priori. connaissais pas les RH. Tu connaissais pas les RH. Ok. Non, je les connaissais pas. Et je les connais encore assez mal. Alors, je les côtoie énormément. Je passe beaucoup de temps. Parce que tu vois, le métier de RH, si tu veux, dans la façon dont il est exercé, c'est pas un truc que je connais par cœur. Je connais leurs enjeux. Je connais les sujets qui les préoccupent parce que c'est pour eux qu'on va voir les bonnes pratiques. Et tu vois, concrètement, comment tu fais une fiche de paye?
Je sais pas. Mm. Et c'est pas ça qui m'intéresse en réalité. Donc j'ai pas d'a priori ni positif ni négatif sur les RH, ni en 2019, ni aujourd'hui. Par contre, j'ai vu la fonction se transformer. J'ai vu des profils qui étaient vus comme une fonction support dans l'organisation, qui étaient une fonction stratégique. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tu as le couple dirigeant, CEO et DRH qui sont vraiment ensemble pour prendre des décisions de transformation sur le business. Parce qu'en fait, tes ressources humaines vont diriger ensuite ton activité. Et c'était pas le cas, tu vois. Et c'est vraiment le côté post-Covid où on a compris. Et dans les COMEX, tu vois qu'ils ont beaucoup plus de poids. Et donc pour toi, finalement, les RH sont au cœur des transformations des entreprises? Bah oui, et Ouais, ils ont, super. les RH sont au cœur des transformations des entreprises et ils sont reconnus comme tels alors qu'ils ne l'étaient pas. Hmm. Quel conseil tu donnerais alors à un ou une RH qui est par exemple dans une PME, dans une entreprise, qui reste assez traditionnelle dans ses pratiques et qui, elle, a envie potentiellement de mettre en place des choses positives pour son entreprise, mais comme on en a discuté, parfois on est encore sur des mentalités qui sont, on va dire, un peu traditionnelles. Ouais. Quel conseil tu donnerais? C'est d'essayer de négocier. En fait, si la boîte est assez traditionnelle, je pense qu'il y aura certainement une logique financière avec un attachement du dirigeant à un suivi assez précis d'un ROI. Et donc, c'est juste de montrer, bah regarde, on va faire un test, on va s'ouvrir à une pratique, on teste pendant 2 3 mois, et puis à la fin, on s'engage à faire un compte-rendu, à voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et de montrer des chiffres, en fait, d'être capable de montrer qu'on se disperse pas, que c'est pas juste une nouvelle tendance qu'on veut tester, c'est on teste quelque chose à petite échelle. Si jamais ça fonctionne, on le déploie. Mais c'est un processus de petits pas, et si tu arrives à vraiment bien documenter et à arriver à mettre des chiffres derrière des pratiques RH, là, je trouve que tu arrives à convaincre ensuite un peu n'importe qui est très réfractaire, euh, à se transformer. Hmm, très clair. Et dernière question, qui tu nous recommandes ici dans ce podcast pour nous partager peut-être une innovation RH qui t'a vraiment bluffé en entreprise? Ah, écoute, il y a beaucoup de gens. Si tu veux faire en France, Oui, en France, moi, ouais. je t'invite à discuter. Je t'ai parlé un petit peu tout à l'heure de Michelin avec Hmm, le système de Jean-Christophe Guérin. Jean-Christophe, je pense, serait un excellent invité pour te détailler tout ça. Et génial. ça mériterait bien 45 minutes, tu vois, 1 heure, plus Pour que creuser le les sujet. 3 minutes où je t'ai un peu teasé sur le sujet. Génial. Le mieux, je pense, c'est que tu en parles avec lui après le film. C'est que tu regardes le documentaire qu'on va sortir avec lui et tu fais un petit débrief avec lui Génial. Ouais. qu'est-ce que t'as pas dit, qu'est-ce que Sam a pas mis dans le doc qu'il faut raconter, parce que nous, on ne pourra pas tout mettre non plus. Donc ça, c'est une bonne pratique, je Hmm, pense. Et puis, il y a une autre pratique, moi j'aime beaucoup, c'est nos amis de Lucas qui font la track expert, la track manager. Je trouve qu'ils sont assez bons aussi dans le fait d'avoir fait grandir très vite une boîte euh, sur des logiciels. Mais tu connais déjà Alexandre Rimbaud, donc ça c'est un bon épisode aussi potentiellement. génial. Et puis voilà, il y en a plein qui pourraient être chouettes. Qui pourrait être chouette. Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé en tout cas un moment ensemble. Et puis on se reverra pour le lancement, c'est ça, du 6e documentaire. T'as déjà la date? Est-ce que... Sortie mi-avril. Rendez-vous au printemps pour les beaux jours, Voilà, pour donc la sortie suivez de... Samuel sur LinkedIn. J'imagine que tu vas partager pas mal d'infos sur le sujet. Il y aura des trailers, il y aura toutes les infos et Génial. rendez-vous ce printemps pour le documentaire. Merci Parfait. Maud. Merci Samuel.